En tant que, philanthrope, différents véhicules, de philanthropie s'offrent à nous. Le plus simple, c'est quand même évidemment de faire un don simplement à une fondation ou à une œuvre qui nous plaît et qui existe déjà. Mais on peut souhaiter avoir un engagement un petit peu plus fort, avoir peut-être aussi un petit peu plus de maîtrise et incarner, un projet. Et donc, pour cela, on a différents véhicules à notre disposition, que ce soit les fondations abritées, les associations, les fonds de dotation, les fondations d'entreprise. Il y a tout un florilège de véhicules possibles et chacun est plus ou moins, adapté en fonction du projet qu'on va vouloir mener. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, Xavier Delsol, avocat, spécialiste des projets, philanthropiques et on va se concentrer aujourd'hui sur le fonds de dotation. Xavier Delsol, bonjour. Bonjour. Le fonds de dotation, c'est le véhicule philanthropique le plus, populaire en France. Il y en a, 2 163, en 2021 et il est notamment réputé pour, sa flexibilité, raison pour laquelle on l'emploie, assez, fréquemment. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec, le fonds de dotation, qu'est-ce qu'un fonds de dotation? Alors effectivement, le fonds de dotation, il est très pratique et souple, puisque c'est justement une structure qui a été voulue comme telle, et de manière vraiment volontaire, par Christine Lagarde quand elle était ministre de l'économie et des finances en 2008. C'est elle qui a porté le projet des fonds de dotation parce que justement, elle voulait trouver un bon équilibre pour permettre de faciliter le mécénat, aussi bien d'ailleurs des particuliers que des entreprises, hein, euh, ou même d'autres associations. Il y a des associations qui ont créé des fonds de dotation. Elle voulait faciliter ce mécénat en considérant que le choix était quand même trop restreint, avec deux extrêmes, entre d'une part la structure associative classique. Alors là, il y en a beaucoup plus. Là, il y en a beaucoup. Il y a 1 million, 1 800 000 ou 2 millions, pas loin d'associations en France qui ont une très grande souplesse, mais qui n'ont pas la capacité juridique qu'ont les fonds de dotation, qu'avaient les fondations reconnues d'utilité publique, et surtout par les mêmes avantages fiscaux, notamment en matière de dons et legs, etc. Et donc, du coup, même si ça a été développé en 2014, les associations ont eu une capacité, ont vu leur capacité agrandie avec un certain nombre d'avantages fiscaux, mais ça n'était en tout cas pas le cas en 2008. Donc, on avait soit les associations faciles, mais moins d'avantages, soit les fondations reconnues d'utilité publique, lesquelles alors, présentent beaucoup d'avantages, là encore, juridiques ou fiscaux, avec une grande capacité juridique, mais qui par contre sont très compliquées à créer, puisque pour une fondation reconnue d'utilité publique, il faut un décret du ministre de l'Intérieur pris sur avis du Conseil d'État, donc une procédure d'instruction qui peut durer parfois 3 à 4 ans, et encore ça peut être pire, avec des contraintes très importantes, et notamment j'en citerai qu'une seule, qui est le fait que les fondateurs, le ou les fondateurs d'une fondation reconnue d'utilité publique ne peuvent pas disposer de plus du tiers des voix ou des sièges dans l'organe de gouvernance de la fondation. Et ce qui Donc ça veut dire qu'on crée un projet et puis finalement, au moment même où on le crée, on perd le. Exactement, c'est exactement ça, ce qui crée quand même une difficulté importante, et ce d'autant plus que, deuxième élément important, mais je parle des fondations, on va revenir au fonds de dotation, mais c'est important de montrer la comparaison entre les deux. Pour créer une fondation reconnue d'utilité publique, il faut une dotation qui ensuite est non consomptible, d'au moins 1,5 million à 2 millions d'euros. Donc, Qu'est-ce que veut dire, non consomptible? alors, effectivement, vous avez raison, j'aurais dû dire non consommable, en fait. C'est-à-dire qu'on met cette dotation en bien mobilier ou immobilier, et ensuite, la fondation doit vivre, pas seulement, mais notamment des revenus de cette dotation, et elle ne peut pas la vendre, la céder. Bon, elle peut la vendre pour modifier à l'intérieur de la dotation, bien sûr, mais elle ne peut pas consommer en fait la dotation pour son fonctionnement, alors que le fonds de dotation peut le faire. Et donc, Christine Lagarde avait voulu créer cet outil facile et simple. J'oublie de dire qu'il y a les fondations d'entreprise que vous avez citées, mais qui ne sont, comme leur nom l'indique, réservées qu'aux entreprises et qui n'ont pas de vocation de pérennité puisqu'elles ne sont créées que pour 5 ans, même si c'est renouvelable. Et donc, Christine Lagarde a voulu créer cette structure qui était en fait au départ, d'ailleurs, je fais partie de ceux qui ont milité pour que ça puisse s'appeler fondation privée. Ça n'a pas été retenu. Donc, c'est fonds de dotation qui est un terme un peu moins agréable, moins vendable, moins exportable, notamment dans le monde anglo-saxon. Et mais le fonds de dotation présente presque tous les avantages de l'association en termes de souplesse, notamment parce qu'il est créé sur simple déclaration de préfecture, et ça n'est pas une autorisation par décret du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur, c'est une simple déclaration. J'imagine que la procédure est donc bien plus rapide. Évidemment, c'est bien plus rapide, on fait les statuts, ça peut se faire en quelques jours, même s'il le faut, ou quelques semaines. Ensuite, on dépose en préfecture, et en quelques jours, on a la publication au journal officiel. Donc, c'est extrêmement souple. La gouvernance est très souple et facile,
Et le fonds de dotation peut être créé par une seule personne, qui peut être, comme l'a dit elle-même Christine Lagarde d'ailleurs, qui peut être dictateur chez lui presque, hein, il peut être fondateur, président à vie, nommer et révoquer d'autres administrateurs, etc. Enfin, donc c'est vraiment... Donc là, on a un contrôle plus important que le tiers des voix dont on parlait. Exactement, là, on peut contrôler complètement. Donc c'est quand même un point extrêmement important. Donc très très souple. Et avec en même temps les avantages de la fondation reconnue d'utilité publique, puisque le fonds de dotation, qui doit par nature être d'intérêt général, c'est-à-dire que par contre, il ne peut exercer que des activités dites d'intérêt général et elles-mêmes éligibles au mécénat, enfin, exercer ou financer des activités, et il possède tous les attributs de la fondation reconnue d'utilité publique, à quelques rares exceptions, je vais y revenir, mais notamment, il a la grande capacité à recevoir des dons et legs en exonération de droits de mutation, ce qui est quand même non négligeable. Il est évidemment éligible au régime de mécénat pour la réduction d'impôts au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. Et il a un certain nombre d'autres avantages fiscaux. Les deux seuls points qui distinguent le fonds de dotation de la fondation reconnue d'utilité publique, ce sont parfois des points non négligeables quand même à prendre en compte. C'est que d'abord, il ne peut pas recevoir de subventions publiques. En général, ce n'est pas l'objectif, mais dans certains cas, ça peut être une limite au fonds de dotation, sauf exceptions, mais qui sont rarissimes. Et le deuxième élément, c'est qu'il n'est pas éligible non plus à la réduction d'impôt sur la fortune immobilière, là aussi, qui dans certains cas peut faire hésiter à créer un fonds de dotation, puisque seules les fondations reconnues d'utilité publique ou certaines catégories d'activités d'insertion, de formation, etc., sont éligibles à la réduction d'IFI. Merci. Pour schématiser un petit peu, dans quel cas est-ce que vous recommandez de créer un fonds de dotation? Pour quel type de projet? On a touché du doigt tout à l'heure que peut-être les entreprises et les personnes physiques peuvent créer ce genre de fonds. Quand je viens dans votre bureau, à quel moment me recommandez-vous le fonds de dotation? Alors, il n'y a pas de panacée ou de prêt-à-porter, hein, si je puis dire. C'est un peu du sur-mesure, donc bien sûr, chaque cas est un peu différent. Mais globalement, c'est vrai que quand c'est une entreprise, il faut distinguer le cas où c'est une personne physique ou une famille. C'est assez fréquent, des familles qui ont de l'argent, qui ont hérité ou qui ont fait fortune ou qui ont vendu leur entreprise, etc. Et qui donc veulent donner une partie de leurs biens pour une œuvre philanthropique ou sociale ou culturelle, etc. Sinon, ça peut être effectivement une entreprise de toute taille. On a absolument toutes sortes de clients, de la vraiment TPE qui veut faire quelque chose avec des petits moyens, mais chaque goutte d'eau est importante, jusqu'à des grandes entreprises du CAC 40. On accompagne sur ces actions-là. J'aimerais les accompagner aussi sur le reste, mais en tout cas, sur ces actions, on accompagne de très nombreuses entreprises du CAC 40. Dans ce cas-là, la raison d'orienter ces entreprises, petites ou grandes, vers le fonds de dotation, ça peut être soit parce qu'elles veulent, alors il y a plusieurs hypothèses, hein, mais l'une des plus fréquentes, c'est notamment lorsqu'elles ne veulent pas faire des actions qui ne soient financées que par l'entreprise, mais également par d'autres participants, d'autres donateurs, qui peuvent être, par exemple, pour essayer de faire, naître une action collective avec, par exemple, les partenaires, les fournisseurs, les clients, notamment quand c'est des clients, que ce sont des clients particuliers, par exemple. À ce moment-là, la fondation d'entreprise, vous l'avez cité aussi tout à l'heure, qui pourrait à première vue paraître la plus adaptée, puisque la fondation d'entreprise doit être créée par une entreprise, mais elle ne peut être financée au titre des dons que par soit les entreprises fondatrices, là où les entreprises fondatrices, soit les actionnaires ou associés, ou les salariés des entreprises fondatrices ou du groupe, du même groupe. Et donc un client, par exemple, ne peut pas financer la fondation d'entreprise. Donc le fonds de dotation est à ce moment-là une alternative qui permet de dire l'entreprise fondatrice ou à plusieurs, les entreprises fondatrices se mettent ensemble pour créer le fonds de dotation, mais font appel aussi en disant, souvent c'est aussi aux fournisseurs. Par exemple, on dit aux fournisseurs, écoutez, on vous donne déjà beaucoup d'argent, on vous achète beaucoup de choses, bon, soyez sympa, on a un fonds de dotation, aidez-nous à abonder sur ce fonds de dotation. Donc ça, c'est une des raisons importantes. L'autre raison, c'est peut-être aussi la souplesse, la simplicité, puisque justement, le fonds de dotation, comme je l'ai dit, est facile à créer, très souple, alors que la fondation d'entreprise, ça n'est pas au stade de la fondation reconnue d'utilité publique, mais ça suppose quand même d'abord des contraintes de gouvernance un peu plus fortes, et puis un arrêté ministériel, un arrêté préfectoral, puisqu'il faut une autorisation du préfet pour créer une fondation d'entreprise, et qui doit être créée pour 5 ans, renouvelable éventuellement, etc. Donc, c'est en fait plus la simplicité
Ce sont les 2 éléments, les 2 critères pour une entreprise qui peuvent inciter à créer un fonds de dotation: simplicité de création et de fonctionnement et possibilité de recevoir des dons, d'autres structures. En revanche, l'interdiction de recevoir des subventions publiques, en général, n'est pas un sujet parce que les entreprises qui veulent créer leur fondation ne cherchent pas à recevoir des subventions publiques. En revanche, en sens inverse, ce qui rend parfois le fonds de dotation, ce qui fait exclure le fonds de dotation, c'est le fait que le fonds de dotation, je l'ai omis tout à l'heure, ne peut pas s'appeler fondation. Il ne peut pas utiliser le terme de fondation. Seules les fondations reconnues d'utilité publique ou les fondations abritées dans une fondation reconnue d'utilité publique ou encore les fondations d'entreprise, mais avec la baseline fondation d'entreprise, peuvent porter le terme de fondation dans leur dénomination. Et donc, si je veux nommer mon œuvre fondation, puis le nom de mon entreprise, fatalement, je suis obligé de Exactement. créer une fondation. Sur une fondation d'entreprise, donc ça sera Fondation X en tout petit, fondation d'entreprise, ou bien fondation d'entreprise X, ou bien une fondation reconnue d'utilité publique, ou encore une fondation abritée. Il y a quelques grandes entreprises qui ont des fondations abritées dans une fondation abritante, une fondation reconnue d'utilité publique abritante, qui peut être la plus connue, c'est la Fondation de France, bien sûr, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres en France. Ça peut être aussi, par exemple, à la Fondation Roi Baudouin ou à la Fondation de Luxembourg, qui ont des accords avec la France et qui peuvent abriter aussi des entreprises françaises. Il y en a quelques-unes qui ont, par exemple, une fondation abritée auprès de la Fondation Roi Baudouin, ce qui présente d'autres avantages aussi. D'accord, donc on comprend que pour les sociétés qui veulent créer ce projet philanthropique, et en plus j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue pour pouvoir associer ses salariés, éventuellement même leur famille, pourquoi pas, à un projet qui dépasse l'entreprise et l'attrait économique. Euh, pour des particuliers, pour des familles, comme vous le disiez, qu'est-ce qui peut nous faire pencher plus vers le fonds de dotation? On imagine que la simplicité est aussi une raison. Oui, la simplicité, c'est évidemment pour une famille, parce qu'une famille a en général, moins de capacité et de staff derrière elle qu'une grande entreprise, bien sûr, pour créer une telle structure. Et là encore, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas créer de fondation d'entreprise, par définition, puisque ce n'est pas une entreprise. Elle crée une fondation reconnue d'utilité publique, je l'ai dit, c'est long, lourd, et on perd un peu de son pouvoir. L'association, j'hésite à utiliser le terme, mais on peut dire que ça fait un peu cheap, en quelque sorte, même si ça a d'autres avantages aussi, parce que l'association, elle peut aussi exercer plus facilement, par contre, des activités à côté qui soient économiques, par exemple, sans perdre pour autant forcément son caractère d'intérêt général, sous certaines conditions qu'il faut bien valider. Mais s'appeler association X ou Y, c'est moins fort. Alors que fonds de dotation, même s'il ne peut pas s'appeler fondation, c'est quand même une image quand même plus importante. Et c'est plus facilement contrôlable. La famille peut vraiment contrôler. Donc c'est vrai que c'est un outil. Il y a aussi beaucoup de dimensions psychologiques. Il n'y a pas que l'aspect purement strictement juridique ou fiscal. Donc il y a aussi du psychologique. Et puis il y a aussi l'avantage fiscal du fonds de dotation qui est exonéré surtout des droits de mutation sur les dons et legs. Donc souvent une famille ou un particulier qui veut faire, alors tant que ce n'est qu'une donation, un don manuel, même important d'ailleurs, le don manuel n'est pas une question de taille, enfin de volume. On peut faire un don manuel de plusieurs millions, on fait un chèque et puis il y a plein de zéros, mais ça reste un don manuel. Donc là, ce don manuel n'est pas taxable, sous certaines conditions quand même, dans une association, sous réserve qu'elle soit éligible au mécénat, etc. Alors que dans un fonds de dotation, c'est automatique. Du moment que c'est un fonds de dotation déclaré, à condition qu'il respecte les règles de fonds de dotation, bien entendu, si je fais un don, qu'il soit manuel ou un don même notarié, et à ce moment-là, c'est une libéralité, donc ce n'est plus un don manuel. Par exemple, je veux donner un immeuble, ou je veux donner l'usufruit d'un immeuble, ce qui est aussi une solution intéressante dans certains cas. À ce moment-là, c'est un acte notarié, et donc je ne peux le faire je peux le faire au profit d'une association, mais ça me coûtera 60% de droits, ce qui est un peu exorbitant et rédhibitoire. C'est un peu décourageant. C'est un peu décourageant, et idem pour les legs. Donc souvent dans ces cas-là, l'une des raisons pour les familles de créer un fonds de dotation, c'est ça, c'est de se dire, si je fais une grosse donation significative devant notaire, a fortiori si c'est un bien immobilier, le fonds de dotation sera plus adapté. Et surtout, je pourrais léguer ensuite au fonds de dotation. Alors, sous réserve d'autres considérations lorsque c'est une famille, il faut prendre en compte à ce moment-là la question de la réserve héréditaire et de la quotité disponible si ce sont des particuliers qui ont des enfants. Je vous interromps un instant dans votre écoute pour vous remercier de suivre le podcast et vous encourager à me suivre sur LinkedIn pour ne louper
aucun nouvel épisode. Pour ça, vous cherchez simplement Lucien Roy, R-O-Y, pour être mis au courant de tous les nouveaux épisodes. Retour au direct. Et on entend de plus en plus parler d'entrepreneurs qui éventuellement souhaitent léguer leur entreprise, finalement, au lieu de la léguer à leurs enfants, la léguer à une cause et avoir des dividendes qui pourraient justement alimenter un projet philanthropique. Alors j'allais dire un fonds de dotation, mais est-ce que le fonds de dotation est une structure qui permet cela, ou alors on doit aller sur d'autres formes Alors effectivement, vous avez raison, c'est un sujet qui est de plus en plus à la mode, si je puis dire. Et j'ai la prétention de penser que j'ai contribué un peu à cette mode, puisqu'avec quelques personnes, on a beaucoup travaillé depuis quelques années, fait pas mal de lobbying pour justement promouvoir cette hypothèse qu'on n'a pas inventée d'ailleurs, qui est quelque chose d'extrêmement fréquent et connu dans le monde alors anglo-saxon, mais surtout nordique. Oui, parce qu'il me semble que Rolex, par exemple, Exactement, Rolex, c'est la Suisse, mais c'est par une fondation. Alors, on ne va pas rentrer dans le droit suisse, mais c'est une fondation, il me semble. tout à fait, c'est une fondation de droit suisse, et Hans Willdorf, qui était le fondateur de Rolex, n'a pas voulu donner à ses enfants, et donc il a créé une fondation à qui il a donné la totalité des titres de Rolex, en donnant pour mission à cette fondation de financer les œuvres sociales et sportives du canton de Genève. Donc en fait, toutes les œuvres, quasiment il n'y a pas une œuvre sociale ou sportive, notamment le club sportif Le Servette de Genève, qui ne soit pas financée par la fondation Rolex. Et pour la petite histoire, mais c'est une divergence, mais comme Rolex a finalement eu beaucoup d'argent, quand il voulait financer d'autres actions en dehors du canton de Genève, la fondation ne pouvait pas parce que c'était dans ses statuts. Et donc l'entreprise Rolex a créé sa propre fondation, la fondation Rolex, qui elle a pour but de financer en dehors du canton de Genève. Donc les dividendes de Rolex vont à la fondation Hans Willdorf qui finance Genève, le canton de Genève, et l'entreprise Rolex peut faire des dons au titre du mécénat à sa propre fondation. Voilà, on voit que les projets peuvent évoluer en tout cas, et que ça. Voilà. Et donc, pour revenir aux fondations actionnaires, tout ce qu'on appelle les fondations actionnaires, dans les pays nordiques, alors là, la liste est très longue aussi, il n'y a pas que dans les très grosses, en Allemagne, il y a Bosch, qui appartient à 97% à une fondation donc créée par la famille, et puis aux Pays-Bas, au Danemark, surtout beaucoup, en Suède, en Norvège, enfin, on peut citer Carlsberg, Velux, etc. Enfin, tout ça, ce sont des entreprises possédées par des fondations. Et donc, on est quelques-uns à essayer d'importer cette idée, pas d'imposer, bien sûr, chacun est libre de le faire, mais il y a eu des réticences, il y a encore même quelques réticences au fait qu'une fondation reconnue d'utilité publique puisse posséder de manière significative, pas si c'est quelques titres en possession de patrimoine de manière patrimoniale, mais puisse posséder et avoir le contrôle d'une entreprise significative. Et le Conseil d'État, qui contrôle les fondations reconnues d'utilité publique, a longtemps été, non pas forcément opposé, mais très prudent. Et la première fondation significative de ce type qui a été créée en France, c'est la fondation Pierre Fabre. Les laboratoires Pierre Fabre appartiennent là encore à 93%, si ma mémoire est bonne, à la fondation Pierre Fabre, et le reste étant possédé par les salariés. Il a fallu que Pierre Fabre se batte auprès du Conseil d'État. Il a même fait modifier la loi pour que ça puisse être possible. Et donc, en fonds de notation, on imagine que c'est pas forcément possible, étant donné les difficultés. En fait, donc, déjà, créer une fondation reconnue d'utilité publique, on a vu que c'était pas forcément simple, que c'était long, etc. Alors là, c'est plus un problème de dotation, parce qu'en général, donner les titres de l'entreprise, la dotation est suffisamment significative. Oui, mais on peut, je crois qu'on peut créer des fonds de dotation de façon posthume, et donc c'est possible aussi, oui. Pouvoir justement, sans forcément le préparer vraiment en avance, léguer sa fortune au fonds de dotation, mais on imagine que si ça prend 4 ans de créer une fondation, c'est peut-être un petit peu plus difficile de procéder de la même manière. Tout à fait, et puis il y a surtout la problématique que j'évoquais tout à l'heure de perdre le pouvoir dans la fondation reconnue d'utilité publique, puisque le Conseil d'État vous donnez votre entreprise, vous donnez une entreprise qui vaut des dizaines de millions, voire peut-être des centaines de millions. Ah oui, très bien, mais vous ne pouvez plus garder le pouvoir dans la fondation. Oui, ce qui est peut-être un petit peu dérangeant pour les gens. Alors qu'au contraire, pour reprendre un exemple, et c'est là qu'on voit le changement de mentalité, l'exemple allemand de Bosch que je citais tout à l'heure, l'entreprise Bosch, qui est quand même un des leaders mondiaux de l'équipementier, est possédée à 80, donc je crois que c'est 92 ou 93% par la fondation, mais qui reçoit donc 93% des dividendes, mais qui a 0 droit de vote. Et le reste est possédé par la famille Bosch,
qui ne perçoit quasiment pas de dividendes, mais qui possède tous les droits de vote et qui continue à contrôler en fait. Ils ont créé une sorte de commandite. C'est une espèce de commandite, exactement. Et ça, dans des esprits franco-français, et notamment pour nos conseillers d'État, c'est quelque chose d'un peu impensable et improbable. Et donc, du coup, effectivement, pour cette raison, très souvent, il y en a de plus en plus, il n'y en a pas des centaines, mais il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui, effectivement, viennent nous voir parce qu'ils veulent faire ce geste philanthropique de donner une partie, tout ou partie, ce n'est pas forcément la totalité, hein, mais une partie significative de leur entreprise à une structure philanthropique, on va dire. Il y a aussi souvent, avec plus ou moins de poids de l'une ou l'autre, de l'un ou l'autre des critères, de l'une ou l'autre des raisons, mais il y a aussi souvent l'autre raison, c'est aussi d'externaliser le contrôle de l'entreprise, hein, avec plusieurs hypothèses. Je n'ai pas d'héritier, mais je ne veux pas que l'entreprise parte en Chine ou soit reprise par des capitaux, je ne sais pas quoi, des fonds de pension américains, etc. Ou bien au contraire, j'ai des enfants, mais non pas que j'ai pas confiance en eux, mais je sanctuarise un peu l'entreprise. Ou bien je souhaite que les salariés prennent ma suite, mais je ne peux pas leur donner, parce que c'est très compliqué, c'est onéreux, etc. On va donner les actions, donc je veux les sanctuariser, que ce soit les salariés qui contrôlent, enfin, etc. Donc il peut y avoir plein de raisons comme ça, mais il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait la partie volonté philanthropique, que les dividendes de l'entreprise soient utilisés ensuite pour financer des actions ou exercer directement des actions philanthropiques, ou culturelles, ou etc., enfin d'intérêt général, on va dire. Et puis en même temps, sanctuariser l'entreprise. Et dans ce cas-là, effectivement, le fonds de dotation est une bonne formule parce qu'il a tous les avantages qu'on a évoqués de souplesse, de pouvoir de contrôle, etc., et de capacité juridique. Mais, il faut le dire, l'administration fiscale, et on a eu de grandes discussions avec Bercy sur le sujet, reste elle aussi, un peu comme le Conseil d'État, assez réticente parce qu'elle craint, à tort à mon avis, complètement à tort, sauf de manière, ça peut être totalement exceptionnelle, que le fonds de dotation soit financé par des dons qui ouvrent droit à l'avantage fiscal, donc de l'avantage en impôt, qui n'est pas négligeable, hein, puisque c'est quand même 66% de réduction d'impôt pour un particulier ou 60% pour une entreprise, qui est effectivement important, et que cet argent qui a ouvert droit à une réduction d'impôt, donc à un avantage en fait fiscal, à une espèce de subvention publique quelque part, serve à recapitaliser ou à financer une activité commerciale d'entreprise. Et alors ça, ils ont une phobie là-dessus, une hantise, à tel point que pour essayer de trouver une solution, Bercy a sorti une autre formule qu'on n'a pas encore évoquée, mais c'est peut-être l'occasion d'en parler, qui est ce qu'on appelle le fonds de pérennité. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il fallait trouver une solution pour dépasser leurs craintes, et donc ils ont sorti du chapeau cette formule de fonds de pérennité qui a été adoptée il y a quelques années, en permettant ainsi, c'est une structure tout à fait sui generis, tout à fait nouvelle, qui permet de donner les titres de l'entreprise de manière pérenne, c'est-à-dire qu'ensuite le fonds de pérennité ne peut plus vendre les titres, sauf, alors il y a quand même toujours des possibilités au cas où c'est vraiment nécessaire, parce que pour sauver l'entreprise, en vendre une partie, bien entendu, c'est possible, mais il y a une garantie de pérennité, comme son nom l'indique, ça est quand même assez intéressant, alors que ce n'est pas forcément le cas dans un fonds de dotation, mais il y a cette garantie de pérennité, sauf que quand tout content, ils nous ont sorti du chapeau cette formule, on était 3 ou 4 à travailler sur le sujet avec eux, et on leur a dit, oui, c'est très bien, mais est-ce que la donation sera exonérée des droits de mutation? Parce que si ce n'est pas exonéré, et là, ils n'avaient pas réalisé que ça posait problème. On leur a dit, mais attendez, mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui va donner une entreprise, enfin des titres, des actions ou autres, de l'entreprise. Si ça vaut 500 000 euros, c'est pas grave. Mais en général, c'est plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions. Si vous donnez une entreprise qui vaut 100 millions et que le fonds de pérennité doit payer 60% de droits de mutation, puisque c'est la règle des donations entre personnes non parentes, il est évident que c'est pas possible. Hein, c'est même pas la peine d'y penser une seconde. Donc du coup, ils ont réfléchi, ils ont dit, alors on va appliquer les modalités du pacte Dutreil. Donc on va dire que lorsque le don est fait au fonds de dotation, on applique les modalités du pacte Dutreil, ce qui fait que dans ce cas-là, la taxation n'est plus que de 15 ou 7,5%, et encore le 7,5% n'est pas encore complètement confirmé, mais ou 7,5% sur la valeur, ce qui est déjà plus faisable et étalable dans le temps, dans la durée. Sauf que chaque fois qu'on a un chef d'entreprise, en général c'est le chef d'entreprise ou la famille propriétaire qui décide de donner, qu'on lui parle du fonds de pérennité, et qu'on lui dit, vous paierez pas 60%, mais 7,5 ou 15%, je n'ai pas vu un seul cas, il y en a un que j'ai vu où ils ont dit, bon, oui, c'est un peu lourd, mais enfin bon, on le fera quand même. Mais les autres, ils ont dit, mais non, attendez, je me dépouille de mon entreprise, je fais ça pour le bien commun,
je fais un geste généreux, ou ma famille, enfin, on fait un geste généreux, et il faudrait que je donne à l'État, même si ça n'était que 1%, c'est non, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Oui, puis d'autant qu'aujourd'hui, on a quand même, on l'a vu avec les fonds de dotation, les fondations reconnues d'utilité publique, des outils qui permettent d'être exonérés complètement, Exactement. de rien payer. Exactement. Et donc, du coup, on a dit à Bercy, bah écoutez, c'est pas la peine. Vous verrez, les fonds de pérennité, ça ne marchera pas. Alors, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y en a 5. Nous, on en a créé 2. Mais il y en a 5 en tout depuis 5 ans, quoi. Donc, autant dire que ça ne C'est pas un grand succès. Et sur les 5, il y en a 4 qui ont été créés quasiment à l'origine de la création de l'entreprise. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, en général, avaient vendu une entreprise, qui ont voulu en recréer une autre. Et comme ça, dès la création, on dit, bah, je crée et je le mets dans le fonds de pérennité. Ce qui, du coup, évidemment, là, il n'y a pas de droit à payer, quasiment pas. Donc, effectivement, là, c'était possible. pour revenir à des modalités très pratiques du fonds de dotation, est-ce qu'il y a une dotation minimale? Est-ce qu'il faut, par exemple, des fonds minimums qu'on doit donner au fonds de dotation? Alors non, c'est aussi un autre grand avantage du fonds de dotation par rapport à la fondation reconnue d'utilité publique. Au départ, d'ailleurs, dans la loi en 2008, il n'était pas prévu de dotation minimale de départ. Et puis, quelques bonnes âmes se sont affolées quelques années plus tard en considérant que, du coup, c'était tellement facile, c'est presque le paradoxe, c'était tellement facile de créer un fonds de dotation qu'il y avait des gens qui créaient des fonds de dotation, ce qui est vrai, qui créaient un peu comme ça sur un coin de table, qu'ils le déposaient, ça ne coûtait pas grand-chose. Mais du coup, on avait pas mal de fonds de dotation qui dormaient et qui n'étaient pas, qu'on n'arrivait pas bien à saisir, à recenser, etc. Ce à quoi moi je répondais d'ailleurs à ceux qui s'étonnaient de ça. Je leur disais, mais vous savez, sur les 2 millions et encore, on n'a pas le nombre exact, justement pour les mêmes raisons d'associations qui en France, il y en a des centaines de milliers qui sont dormantes et ça ne gêne personne. Bon, où est le problème? Bon. Mais du coup, ils ont dit, bon, non. Donc il y a certains parlementaires qui ont fait intégrer dans la loi l'obligation d'avoir un capital, une dotation en fait, minimale de 15 000 € en numéraire, de manière à ce qu'effectivement, n'importe qui puisse pas se lever le matin et dire tiens, je vais créer un fonds de dotation et hop, je le dépose. Donc du coup, il y a cette dotation minimale et ensuite, le fonds de dotation peut il y a 2 hypothèses pour cette dotation, soit, et c'est le principe d'origine des fonds de dotation, elle est non consomptible, donc non consommable, comme nous le disions tout à l'heure. Et donc dans ce cas-là, les 15 000 € de départ, plus tous les dons qui abondent, qui rentrent dans le fonds de dotation, rentrent dans la dotation. Et le fonds est censé ne vivre que des revenus de cette dotation. Ce qui était l'idée au départ de Christine Lagarde, sur la base des endowment funds américains, qui sont un peu cette structure. Il faut se rappeler que Christine Lagarde, avant d'être ministre, et d'être aujourd'hui présidente de la banque, elle était présidente d'un grand cabinet anglo-saxon à Chicago. Donc elle avait cette culture anglo-saxonne et elle avait réfléchi, pensé à ça sur le modèle notamment des endowment funds qui financent les grandes universités américaines. Mais la petite différence, c'est que là, dans les grandes universités américaines, on parle de dotations en milliards de dollars, parce que les dons des anciens élèves sont plus généreux. Et alors qu'en France, bon, on sait bien que c'est moins que ça. Et il se trouve ensuite, je rappelle l'histoire parce que ça permet d'expliquer les choses. Ensuite, la loi sur le fonds de dotation a été discutée au printemps 2008. Juste avant quelques événements financiers qui ont frappé la planète pendant l'été 2008. Et donc à ce moment-là, au printemps, et là, les parlementaires se sont dit, c'est pas possible, le taux de l'argent, le loyer de l'argent, etc. va être très faible. Donc imposer une dotation non consomptible, ça servira à rien. Donc il a été autorisé que les statuts permettent de consommer la dotation le cas échéant, ce qui fait qu'on a beaucoup, en fait, même la plupart aujourd'hui, des fonds de dotation sont en réalité des fonds de dotation de flux. Ils reçoivent l'argent rentre dans la dotation, mais ensuite il peut être ressorti et réutilisé au fur et à mesure. Ce qui offre aussi encore plus de flexibilité, puisqu'au lieu d'avoir des actifs bloqués, on peut choisir chaque année de donner un petit peu plus, un petit peu moins. Exactement. Le principe était généreux, hein, c'était une bonne idée, mais en pratique, c'était un peu une fausse bonne idée. Il y a une question qu'on a systématiquement, c'est que voilà, je commence mon projet, je suis forcément motivé au jour du départ, mais peut-être qu'un jour, je serai moins passionné par la cause pour laquelle j'ai créé mon fonds de dotation. Est-ce que je peux récupérer l'argent qui est dans le fonds de dotation ou est-ce qu'il y a demeure? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça effectivement, la question nous est parfois posée parce qu'on nous dit, mais oui, mais si ça marche pas, par exemple, effectivement,
j'ai une bonne idée généreuse, mais finalement ça marche pas, ou bien je décède très rapidement, ou je tombe malade, ou autre. Non, là par contre, donner, c'est donner, hein, et reprendre, c'est voler, selon l'expression enfantine. Donc quand on donne au fonds de dotation, comme d'ailleurs toute donation, à une association, à une fondation d'utilité publique ou autre, une fois que j'ai donné, je ne peux plus reprendre. Et qu'advient-il de cette donation si la fonds s'arrête? Si le fonds disparaît, ce qui reste dans le fonds de dotation doit nécessairement être redonné à soit une autre fondation reconnue d'utilité publique, soit un autre fonds de dotation. D'accord. Donc c'est forcément, ça reste. En revanche, il y a des possibilités quand même néanmoins de, de pouvoir garder un élastique en quelque sorte, si vous voulez, pour reprendre éventuellement. La première possibilité, c'est celle de consentir un apport au fonds de dotation, comme on peut le faire à une association ou à une fondation. L'apport, ça n'est pas vraiment une libéralité, c'est comme un don, parce que il y a bien un transfert de propriété du bien, mais avec une condition d'affectation qui fait que soit si l'affectation n'est pas respectée, soit en cas de dissolution du bénéficiaire, association ou fonds de dotation, l'apporteur ou ses héritiers, ça se transmet aux héritiers ou ayants droit, peut récupérer le bien. Donc ça, c'est une première hypothèse. Et puis la deuxième hypothèse intéressante, c'est la donation temporaire d'usufruit, qui commence à se faire de plus en plus. C'est pas quelque chose de très courant, mais ça commence à se faire, qui permet à quelqu'un de dire, j'ai un immeuble, par exemple, qui rapporte des loyers. Et je prends volontairement, on va voir pourquoi, l'hypothèse d'un immeuble plutôt que de capitaux mobiliers, par exemple, qui rapporte des loyers, mais ces loyers, ils sont pas extraordinaires. Je paye de l'impôt sur le revenu dessus, et surtout, je paye de l'IFI sur l'immeuble, hein. Et donc, alors que si je fais une donation d'usufruit temporaire à un fonds de dotation, par exemple, sous certaines conditions, il faut que ce soit fait devant notaire, que ce soit au moins 3 ans et au plus 30 ans, puisque un fonds de dotation, comme toute personne morale, ne peut pas recevoir un usufruit de plus de 30 temporaire de plus de 30 ans. À ce moment-là, je transfère les fruits, c'est le fonds de dotation qui perçoit les fruits de l'immeuble, les loyers. Sous certaines conditions, il peut les percevoir en exonération de toute imposition. Donc, il est tout gagnant. Et moi-même, bien sûr, je perds mon loyer, mais je n'ai plus d'impôt sur la fortune, je n'ai plus d'impôt sur le revenu, et c'est temporaire. Donc, mes enfants ne seront pas lésés parce que si je décède, à la fin de la fruit temporaire, le fruit revient. D'accord. Et dans cette situation, on a en tête toujours la possibilité de faire les dons avec la réduction d'impôt sur le revenu. Et donc, on pourrait se demander, mon usufruit temporaire a une certaine valeur. Et donc, est-ce que l'année de la donation, je me retrouve avec l'avantage lié à l'impôt sur le revenu, ou au contraire, c'est proscrit? Alors, la question a été posée, effectivement. Lorsque je fais la donation temporaire, je n'ai pas droit à la réduction d'impôt. Pour une raison très simple, tout simplement parce que c'est temporaire. Donc, justement, ça n'est pas un don. Comme je disais, donner, c'est donner. Hein. Là, c'est temporaire. Donc, du coup, effectivement, ça n'est pas un don, donc je n'ai pas droit à la réduction d'impôt. En revanche, si au bout, je fais une donation temporaire d'usufruit de 3 ans, pour voir, justement, c'est l'hypothèse qu'on évoquait tout à l'heure, je démarre le fonds du JACA exactement en ce moment, d'un client qui me dit, moi, je veux bien m'engager, mais je ne sais pas ce qui va se passer, etc. Je lui dis, on fait ça pour 3 ans. Au bout de 3 ans, parce que c'est le minimum, par contre, pour qu'on puisse bénéficier éventuellement de la réduction d'IFI. Enfin, qu'on puisse dire que l'usufruit est sorti de l'assiette de l'IFI. En fait. Oui, puis on peut imaginer en plus que d'un point de vue purement pragmatique, 3 ans, c'est pas mal quand même pour démarrer un projet. Ça, c'est l'administration fiscale dans sa doctrine qui a proposé 3 ans, et c'est effectivement une bonne idée. C'est un bon compromis, je trouve. Donc 3 ans, on voit ce qu'il en est. Si on veut reconduire, on peut reconduire là, il n'y a pas de durée, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et si au bout d'un moment, à la limite, ça marche bien et que je veux me dépouiller complètement, je donne la nue propriété. Et là, à ce moment-là, je redonne la pleine propriété, en fait, du coup. À la fin de l'usufruit temporaire, je redonne la pleine propriété. Et là, j'ai droit à ma réduction d'impôt éventuelle sur le revenu, si je peux en profiter. D'accord. Merci pour cet éclairage qui intéressera nos auditeurs particulièrement, parce que donner un immeuble, ça peut avoir beaucoup de sens, non seulement sur le plan des loyers, mais également sur le plan d'avoir un local, tout simplement. Exactement. Parce que une association ou un fonds de dotation a besoin forcément de locaux pour fonctionner. Pour clôturer cette interview sur le fonds de dotation, est-ce que il y a des points d'attention particuliers ou des questions que vos clients vous posent très régulièrement
et que nos auditeurs devraient connaître avant de se lancer dans cette création de fonds de dotation? Alors, je crois que la première question qu'il faut se poser et qu'oublient de se poser parfois certains clients qui viennent me voir, ils arrivent avec une idée un peu précise en disant je veux créer, alors soit ils savent tout de suite, ils disent je veux créer un fonds de dotation ou une fondation reconnue d'utilité publique, soit ils ne savent pas forcément la forme, mais ils veulent faire une action philanthropique, mais parfois ils n'ont pas encore bien réfléchi ou ils n'ont pas encore formalisé la finalité de tout ça. Alors, il y a une volonté généreuse, évidemment, je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas, sinon ils ne viendraient pas me voir, ils ne seraient pas prêts à donner, à se dépouiller, eux et leur famille ou autres, ou même les entreprises. On a ça aussi parfois dans les entreprises, un peu moins, mais ça arrive aussi. Et il m'arrive de leur dire, attendez, la première des choses à faire, c'est d'abord de réfléchir ensemble, et ça, on peut vous aider, et même avec parfois des consultants extérieurs dont c'est vraiment le métier. Moi, je suis juriste, mais c'est un métier juridique, mais pas sur cette stratégie, sur la question de la stratégie, de réfléchir vraiment à ce que vous voulez faire, le pourquoi, le comment, le but final, le but ultime, etc. Et une fois qu'on aura visualisé tout ça, qu'on aura déterminé exactement ce que vous voulez faire, là, on regardera quelle est la forme juridique d'une part la plus adaptée, quel est le chemin le plus adapté. Parce qu'en caricaturant, je vais caricaturer bien sûr, mais parfois, des clients qui arrivent et qui me disent oui, je vais avoir beaucoup d'argent parce que j'ai vendu mon entreprise ou j'ai eu un héritage, etc. Et je voudrais soulager la misère du monde. C'est pas dit comme ça, bien entendu, hein, j'exagère. Mais c'est très vaste, c'est très généreux. Mais avec ça, on ne peut pas avancer, quoi. Il faut définir. Donc, on essaye de faire un peu de maïeutique pour leur faire dire, mais qu'est-ce qu'au fond de vous-même, vous avez envie de soutenir? Alors qu'il y a des cas, au contraire, où c'est très précis. Ça peut être dans des cas, des situations parfois un peu dramatiques. J'ai perdu un enfant de telle maladie, donc je veux créer une structure qui va faire de la recherche pour lutter contre cette maladie-là, par exemple. Donc là, pour le coup, c'est identifié et on sait où on va. Mais c'est vrai que c'est bon de le rappeler, et c'est vrai dans tous les épisodes du podcast, finalement, tout projet, qu'il soit patrimonial, philanthropique ou autre, nécessite une volonté, une direction, parce que sinon, en tant que juriste, on a plein d'outils, Exactement. mais on ne saura pas lequel choisir dans les KSM. C'est tout à fait vrai pour la plupart des cas, exactement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a éventuellement une une fois ce projet un petit peu plus mûri, une autre étape qui, je ne vais pas dire qui pose problème, mais qui pose question tout au moins? Non, c'est pas une étape, mais disons qu'on essaye justement un peu, comme je le disais tout à l'heure, de lister les différents besoins ou les envies du ou des fondateurs pour mettre presque dans des cases en disant, bon, est-ce que, je vais prendre des exemples un peu en vrac, hein, tous ne sont pas aussi importants l'un que l'autre, mais est-ce que pour vous, le fait de s'appeler fondation est quelque chose d'important, par exemple? Pour certaines entreprises qui vont créer une structure, c'est important. Ou même pour certains fondateurs, c'est plus rare, mais pour certains fondateurs personnes physiques, le fait de s'appeler fondation, il y a un impact psychologique qui est important, notamment s'il y a des actions envisagées à l'étranger. Parce que le mot fondation, dans toutes les langues du monde, on sait ce que ça veut dire. Hein, fondation, foundation, tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors que fonds de dotation, aller expliquer ça à un Indien ou à un Asiatique ou même à un Anglo-Saxon, c'est pas trop, quoi. Alors après, on lui dit endowment funds, ah oui, d'accord, et encore, tout le monde ne connaît pas bien. Bon. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais après est-ce que vous voulez une pérennité après vous? Ça c'est aussi une question importante qui n'est pas juridique, mais pourquoi le faites-vous? Est-ce que c'est pour vous et puis j'allais dire après vous le déluge, c'est excessif là encore, mais bien sûr personne ne me dit ça, mais vous voulez le faire pour vous et puis après vous espérez que ça continuera, mais bon vous verrez bien, vous espérez que vos enfants continueront, mais sans avoir de garantie qu'ils perdurent votre action, ou bien est-ce qu'au contraire, pour vous, c'est fondamental? Est-ce que vous le faites, si ce n'est pour l'éternité, en tout cas pour un certain temps? Parce que dans ce cas-là, c'est un des cas, par exemple, qui permettra de pencher plus vers la fondation reconnue d'utilité publique que vers le fonds de dotation. Puisque l'avantage, par contre, de la fondation reconnue d'utilité publique, c'est que le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur sont aussi là pour garantir la pérennité de l'œuvre du fondateur, de la volonté du fondateur. Qui est dans un fonds de Oui, parce qu'il y a une forme de contrôle voilà, qui reste, parce qu'il me semble qu'ils sont au conseil, je ne sais pas si ça s'appelle un conseil de surveillance. il y a au moins un commissaire de gouvernement, Oui. soit conseil d'administration, soit conseil de surveillance. Il y a au moins un commissaire de gouvernement qui n'a pas de droit de vote, mais qui est là pour justement garantir que l'objet et la volonté du fondateur sont respectés. Ou même, il peut y avoir dans certains cas, effectivement, des représentants du ministère des Finances ou du ministère de l'Intérieur, etc. D'accord, eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage sur le fonds de dotation. De rien, et
bonne chance à tous ceux qui souhaitent créer un fonds de dotation et qui ont des idées de philanthropie. N'hésitez pas. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager cet épisode à une personne que vous connaissez qu'il pourrait aider. De mon côté, je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine interview. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la newsletter simplement pour être mis au courant de la sortie de chaque nouvel épisode. C'est sur le-family-office.fr, bien sûr avec family avec un seul L, puisque contrairement aux Français, les Anglais n'ont mis qu'un seul L à family. Voilà, et bien je vous remercie encore pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain.